Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de revenir sur 4 réalisateurs que j'ai souvent bien aimés, beaucoup adorés et qui ont fini petit à petit au fur et à mesure du temps par me décevoir. Alors je précise avant tout que cette vidéo, une fois de plus, ne reflète que mon avis. C'est pas parce que je désigne un tel ou un tel que ça fait office de vérité universelle, hein. Ça devient un peu lassant de le préciser, mais je préfère le dire parce que t'en as toujours un ou deux qui viennent te dire « Mais non, mais attends, c'est ton avis !» Oui, c'est mon avis, oui. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et d'ailleurs, ce sera intéressant dans les commentaires que vous me disiez si vous êtes d'accord, pas d'accord, si même vous en avez d'autres, hein, que d'autres réalisateurs que vous avez adorés dans le passé et qui vous ont au fur et à mesure déçus, un peu comme moi. Alors on commence tout de suite par le numéro 4. Bon là, c'est vrai que ça va faire un petit peu office d'enfonçage de porte ouverte, c'est vrai. Mais il faut quand même le citer parce qu'il faut en parler, c'est Ridley Scott. Alors Ridley Scott, c'est un énorme problème parce que c'est un réalisateur avec lequel j'ai grandi, dont j'ai adoré les films, donc inutile de citer le premier Alien, Blade Runner, mais même on pourrait citer des films qui sont un peu plus mineurs dans sa filmo, mais qui sont peut-être même plus intéressants que certains, comme Thelma et Louise par exemple, film que j'adore, film que je peux regarder mais indéfiniment, je m'en lasserai jamais. Ridley Scott, c'est l'exemple type du grand réalisateur qui finalement, au fur et à mesure du temps, a déçu, non pas parce que, par exemple, un film avec Thelma et Louise, il n'a pas fait du Blade Runner ou du Alien, on est bien d'accord là-dessus, parce qu'après tout, il s'est illustré dans des genres totalement différents, et c'est ça aussi qui faisait la force d'un Ridley Scott, mais tout simplement parce qu'à partir de 2005-2006, quand, par exemple, il a commencé à faire American Gangster, Mensonge d'État, moi, personnellement, ce sont des films qui sont pas ratés, mais ce sont des films, tu m'aurais dit que c'est réalisé par n'importe quel Yes Man à Hollywood ou Ridley Scott, très sincèrement, j'aurais pas fait la différence. Le truc de ce réalisateur, c'est qu'il avait une vraie identité visuelle, et puis surtout, c'était un réalisateur un peu à l'instar des Hitchcock et tout ça, qui savait magnifier un scénario, des fois même rendre un scénario pas terrible, en très bon film. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est que c'est très difficile. Il faut être un super réalisateur pour pouvoir faire ça. Je citais Hitchcock, il est vrai que grand nombre des films d'Hitchcock comportaient des scénarios à la base pas terribles, même si je prends l'exemple de Psychose, alors je parle pas forcément du scénario, mais du roman de base, qui était vraiment pas top. Il l'a transformé, lui, en chef-d'œuvre, et il y a plein d'autres exemples comme ça. Et quand on regarde même le scénario de base du premier Alien, même si oui, les personnages sont bien campés, et c'est quand même bien écrit de ce point de vue-là, bon, l'intrigue, elle est quand même pas super étoffée, c'est pas ça qu'on va retenir dans Alien, mais c'est la façon dont il va sublimer ce scénario, la façon dont Ridley Scott arrive à instaurer une atmosphère. Et il y arrive même dans des films assez décriés, par exemple comme Robin des Bois. Moi, qui est un film que j'aime pas vraiment parce que je trouve que le scénario tient pas vraiment la route, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de personnages, mais il arrive à recréer cette ambiance du Moyen-Âge. Et j'ai l'impression que Ridley Scott, il n'y a que lui qui arrive à faire ça. Il y a une telle authenticité quand il décrit une époque, mais tellement rare quand même chez beaucoup de cinéastes. Quand tu prends Alien ou Blade Runner, t'as vraiment l'impression que le futur est palpable, que le futur existe, que tu peux le toucher, que ça va arriver, quoi. Le problème avec ce cinéaste, c'est que à un moment donné, il a un ego gros comme ça, et quand il te dit en gros « je veux faire Prometheus parce que tu comprends, je veux reprendre la licence Alien, et parce que je veux montrer que je peux refaire un Alien comme en 79 », et ben malheureusement, il se plante totalement parce que si la mise en scène est encore bien, est encore de bonne facture, faut quand même pas exagérer, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à transcender, à mon sens, un scénario extrêmement mal écrit. Celui de Damon Lindelof. Parce que Damon Lindelof, il est très bon quand il fait Leftovers, oui, peut-être même le futur Watchmen, hein, la série Watchmen, mais moi je suis désolé de dire que Prometheus, c'est un boulbi-boulga de scénario qui ne mène absolument nulle part, parce qu'on ne sait pas si c'est un préquel, si c'est une suite, si... C'est un film qui ne sait pas où il veut aller. C'est le gros problème pour moi de ce Prometheus. Et le problème de Ridley Scott, c'est qu'il faut qu'il fasse aussi avec ce script. Et je dis pas qu'il n'a pas participé à l'élaboration du scénario, mais il est quand même réalisateur. Et le souci, c'est que tu sens qu'il même lui, n'arrive même pas à faire de ce scénario un film qui tient vraiment la route. Alors, reste une ou deux ou trois scènes par-ci par-là qui sont efficaces dans Prometheus, hein, je dis pas. Moi, très franchement, moi qui m'attendais à un film à la Alien, j'ai été déçu parce que peut-être trop d'ambition dans le scénario, et malheureusement, Damon Lindelof n'a pas su transformer toute son ambition avec un scénario cohérent, crédible, et qui rendrait presque hommage au premier Alien. Et pour moi, Prometheus, c'est le début de la fin réelle dans la carrière de Ridley Scott. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, personnellement,
je n'y crois plus, et ça fait quand même quelques films où je me dis, ouais, Ridley Scott pour moi c'est quand même moins bien qu'avant, on sent qu'on n'est plus du tout à l'époque de Gladiator, parce que Gladiator, faut quand même se rappeler, Ridley Scott relance le péplum, carrément, tu vois, et il y a encore cette histoire dont je parlais au début, cette histoire de recréer une ambiance, une atmosphère, comme si on pouvait se transposer dans la Rome antique. Alors après, il enchaîne un espèce de polar un peu raté, Cartel, et puis alors pour moi son navet, quoi, Exodus. Et le mec en plus te dit que son film est mieux que la version des 10 commandements de Cécile B2000. En gros, je crois que c'est ce qu'il dit dans une featurette. Mais non seulement le mec, je crois que sa tête passe plus les portes, mais en plus, il se gourre royalement, quoi. Parce que moi, tu peux me faire revoir les 10 commandements 50 fois, et je te dirai toujours que c'est un grand film. Exodus, je l'ai vu une fois, j'ai compris ma douleur. Acteur mal dirigé, scénario extrêmement mal écrit, et puis, mis à part, oui, de scènes d'action dantesques et des effets spéciaux extrêmement bien faits, parce que tu sens qu'il maîtrise encore ça, bah, je suis désolé de dire que non, Exodus, ça ne marche pas, quoi. T'as voulu raconter, oui, l'histoire des 10 commandements et tout ça, mais non, bah, je vais me voir les 10 commandements, parce que très clairement, ça, pour moi, c'est encore le grand film hollywoodien sur cette histoire des 10 commandements, mais Exodus, non, ça ne marche pas, quoi. On enchaîne après avec Seul sur Mars, qui pour moi est une catastrophe et qui aurait pu être bien, puisque le livre de base est bien. Le problème, c'est que moi, Seul sur Mars, j'ai eu l'impression de voir une comédie pendant 2 heures. Tout est traité en mode un petit peu pantalonnade, c'est plutôt fun, le mec il est seul sur Mars mais tout va bien. C'est con parce que tout ce qui est production design, comme d'habitude chez Ridley Scott, est plutôt bien foutu, mais je sais pas ce qu'il a fait avec ce scénario, peut-être que le scénario de base était comme ça, ou alors il n'était pas comme ça, parce qu'il existe quand même un monde où certains réalisateurs massacrent de bons scénarios, ils ne font pas que les transcender. Des fois, ça leur arrive aussi de les massacrer, et là, t'as vraiment l'impression que Ridley Scott fait absolument ce qu'il veut, qu'il est en roue libre totale, et qu'il se dit après tout, je suis Ridley Scott, je suis le meilleur, et je fais ce que je veux avec cette histoire. Oui, t'es très bon pour les effets spéciaux, t'es très bon pour la production design, mais le problème, c'est que ton film se casse entièrement la gueule, quoi. Et on en arrive après à Alien Covenant, parce que tu comprends, Ridley Scott ne supporte pas, finalement, de subir des échecs critiques avec la saga Alien. Bah oui, parce que c'est lui qui a instauré le truc, donc si tu veux, il se dit bah non, moi je peux pas terminer cette saga sur un échec, il faut qu'on reconnaisse une fois de plus mon talent artistique pour refaire un Alien. Mais le problème, c'est que Alien Covenant, pour moi, ça a à peu près les mêmes défauts qu'un Prometheus. Allez, en un peu moins pire, on va dire, parce que je dirais qu'il y a un scénario plus basique, un scénario un peu plus à la Alien 1, et toujours cette production design réussie, mais le problème c'est que les acteurs, on n'en a rien à faire, on dirait que lui-même n'en a rien à faire de ce qu'il filme, il y a 2 ou 3 scènes qui sont sympas dans le film, et qui rappellent un peu le premier Alien, mais ça suffit pas. Le premier Alien, c'est aussi une conjugaison de son talent à lui, de personnages dans le script qui étaient quand même très très bien écrits, et le problème dans Alien Covenant, c'est qu'on ne ressent absolument pas ça, quoi. Et que il a, et tu sens pendant tout le film, cet ego démesuré, cette volonté de dire au spectateur, attendez, c'est moi le maître à bord d'Alien. Mais malheureusement, non. Et au moment où je tourne cette vidéo, j'apprends que Ridley Scott va réaliser un 3e film Alien, enfin un 4e plutôt. Mais même là, j'ai envie de lui dire, mais arrête, stop. On sait que c'est toi qui as fait le meilleur Alien. Même moi, fan de James Cameron, je dis que je préfère le premier Alien au second. Voilà. C'est lui qui a réalisé le meilleur Alien pour moi. Voilà, très clairement. Mais qu'il arrête à plus de 80 ans, parce que maintenant il est peut-être temps qu'il s'arrête, et je ne dirais pas ça de tous les cinéastes, puisque quand on voit un Clint Eastwood à plus de 85 ans, il en a encore sous le capot, et on l'a vu cette année, mais j'ai envie de te dire qu'ils ne sont pas tous comme Clint Eastwood. Et qu'à un moment donné, Ridley Scott devrait s'arrêter. Il veut avoir un succès critique avec ce Alien. Il lâche pas l'affaire avec ce Alien. Peut-être parce qu'il n'est plus capable de faire autre chose et qu'il a envie de revenir à ce Alien où il doit se dire « Non, je suis encore capable, moi, de faire le meilleur, mais je pense que ce sera encore, à me tromper, mais je pense que ce sera un futur échec. » Et qu'à un moment donné, il va peut-être stopper Ridley Scott. Et je dirais que ce serait peut-être plus sage pour lui de revenir à quelque chose de plus simple, un scénario plus simple qui pourrait transcender, qui pourrait faire quelque chose de bien avec quelque chose qui n'est plus Alien, qui n'est plus des ressucés de choses qu'il a mis en place. Pourquoi pas aussi faire un autre Blade Runner encore. Enfin, je veux dire, tout ça,
est à mon sens un petit peu ridicule. Donc tout ça pour dire que oui, Ridley Scott faisait partie pour moi des grands réalisateurs et je le répète, hein, pour moi mes films préférés de lui c'est évidemment Alien, Blade Runner et surtout Thelma et Louise que je trouve que c'est vraiment un grand film et ça restera pour moi un des meilleurs films de Ridley Scott, aussi avec Les Duellistes, faut pas oublier. Mais c'est vrai que voilà, ça constitue une grosse déception, c'est dommage. Il aurait peut-être dû s'arrêter à un moment donné où soit il avait peut-être plus grand chose à dire, ou alors peut-être le temps de passer le relais à une autre génération et de dire bon c'est bon, moi j'ai fait mon temps, j'ai prouvé, j'ai fait des grands films, voilà, maintenant je m'arrête. Alors en troisième position, M. Night Shyamalan. Alors attention, je tiens à calmer les ardeurs tout de suite parce que moi personnellement, M. Night Shyamalan, j'ai jamais considéré que c'était un immense réalisateur. Je ne faisais pas partie de cette génération de cinéphiles qui allaient dire à chaque fois qu'il y avait un M. Night Shyamalan qui sortait « Ouh là là, c'est un événement interplanétaire, etc. » J'ai toujours considéré que M. Night Shyamalan, c'était un très bon cinéaste, qu'il a fait 4 bons films. Et même Le Village, oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Le Village, mais moi j'aime bien ce film quand même, pour plein de raisons que je ne pourrais pas développer ici, parce qu'il faudrait faire une vidéo dessus, parce qu'il y a énormément de thématiques qui sont très intéressantes dans ce film, mais même Le Village, j'aime beaucoup. Mais le problème d'M. Night Shyamalan, et là pour une fois je vais défendre Disney, parce que d'habitude je tape toujours sur Disney, mais le Disney de l'époque, c'est-à-dire Touchstone Pictures et tout ça, chez lesquels M. Night Shyamalan a tourné ses 4 premiers films, c'est-à-dire Sixième Sens, Incassable, Signe et Le Village, eh ben, je pense qu'il aurait dû rester avec Disney. Et je crois que le début de la fin pour Shyamalan, ça a été justement son départ de Disney et quand il a signé chez Warner, La Jeune Fille de l'eau. Alors même si, toute proportion gardée, quand je parle de cinéastes qui étaient bien et qui nous ont déçus, c'est vrai qu'M. Night Shyamalan, il est revenu un peu pour moi quand même, parce que Split, j'avais moyennement aimé, et Glass, j'ai carrément beaucoup aimé. Donc je trouve qu'il est revenu vraiment à quelque chose, un cinéma efficace, un truc qu'il savait faire. Pour moi, ce qui a causé sa perte à M. Night Shyamalan, c'est-à-dire le problème de quitter la maison Disney et de partir chez Warner pour La Jeune Fille de l'eau, suite finalement à une mésentente avec Disney, juste après Le Village, bon, qui n'avait pas reçu de super bonnes critiques, ça c'est vrai, mais il avait proposé le scénario de La Jeune Fille de l'eau à Disney, qui avait été refusé. Disney avait trouvé que le scénario était mal écrit. Alors je ne dis pas que Disney a toujours raison sur tout, on peut le voir même encore maintenant, mais peut-être qu'à l'époque, il y avait d'autres producteurs, il y avait d'autres gens à la tête de Disney, qui savaient peut-être plus analyser un scénario, peut-être mieux analyser un scénario aussi, avoir le recul sur ce qu'écrivait Shyamalan, mais ça restait un bon scénariste à condition que Shyamalan soit contrôlé, soit peut-être un peu drivé. C'est-à-dire que je peux facilement imaginer, sur un scénario comme Sixième Sens, peut-être même sur Signe, il a dû soumettre le scénario évidemment à Disney, puisque c'était eux qui produisaient, peut-être que Disney a mis son nez dedans. Ils ont peut-être pas validé l'intégralité du scénario de Shyamalan, ils ont peut-être fait des coupes par-ci par-là, ils ont peut-être même réécrit le scénario que lui-même avait écrit. Peut-être que les scénarios de films qu'on a aimés comme Sixième Sens et tout ça, peut-être ils ne sont pas intégralement de lui. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il a écrit les grandes lignes, il a écrit peut-être que, je sais pas, 80% du script, le reste était peut-être réécriture et tout ça. Il ne s'est plus entendu avec Disney parce que Disney a dit non, ton histoire elle est mal branlée, elle est mal écrite, laisse tomber, La Jeune Fille de l'eau ça ne marchera pas. Et franchement, il s'était pas trompé. Parce que quand il a signé après chez Warner, La Jeune Fille de l'eau, ça a été une cata. Mais là, pour le coup, moi je veux bien qu'on soit un peu nostalgique de ce film quand on le revoit, pourquoi pas. Mais on peut quand même admettre que c'est un scénario très très mal écrit. La Jeune Fille de l'eau, pas forcément mal joué, mais ça part dans tous les sens. Il y avait moyen de resserrer cette intrigue, de retravailler le scénario, et peut-être oui, de faire confiance aux gens de Disney là pour le coup, et pas qu'ils soient en roue libre. Le problème avec Warner, c'est qu'ils l'ont laissé en total roue libre, comme la Fox lui a laissé le champ ouvert avec son navet, et j'insiste, qui s'appelle Phénomène, parce que j'en vois encore certains journalistes qui adoraient Shyamalan, parce qu'ils ont adoré les 4 premiers films, et ils sont totalement aveuglés, fanboy de Shyamalan, et d'essayer de te défendre Phénomène. Non, ce film est indéfendable. C'est-à-dire que je préfère même La Jeune Fille de l'eau, voilà. Phénomène, c'est une catastrophe. Il arrive même à faire mal jouer Mark Wahlberg, il arrive à faire mal jouer tous les acteurs dans ce film. Phénomène, ça m'a fait penser à un truc, à un long métrage d'étudiants en cinéma, tu sais, de trucs de fin d'année. Et encore, je suis sûr que même le long métrage ou le court métrage d'étudiants en cinéma de fin d'année, il est beaucoup mieux.
C'est une catastrophe ce film. Mais vraiment, il n'y a rien qui tient quoi. Direction d'acteur, la réalisation à peine bien, le twist final à 2 francs. Quand je l'ai vu, mais j'avais de la peine et je me disais mais ça continue quoi. C'est Shyamalan, il continue à faire de la dope quoi. Et je me souvenais du bon temps d'Incassable, du bon temps du Sixième Sens, du bon temps Signe, etc., etc. Je me souvenais de tout ça et ça me faisait de la peine vraiment. Et c'était, oui, ça constituait une énorme déception. Après, ça s'est enchaîné. Last Airbender, film de commande, mais alors flingué, mais archi flingué. J'ai même pas envie d'en parler là. Ça mérite même pas qu'on en parle. Ne parlons même pas du film avec Will Smith, comment ça s'appelle, After Earth, qui est aussi une catastrophe. Donc Shyamalan, ça constitue, oui, une réelle déception parce que il y avait de l'or quand même entre les mains, hein, mais il a fait quand même 4 bons films. Pour moi, je ne l'ai jamais considéré comme le nouveau Spielberg de la nouvelle génération. Moi, je me suis jamais emballé en ces termes, mais on peut reconnaître un bon talent de metteur en scène, un bon talent d'écriture, en tout cas sur ces 3-4 premiers films. Alors même si Incassable à l'époque ça n'avait pas très bien marché, mais c'est devenu culte avec le temps, et on comprend pourquoi, parce qu'en le revoyant on dit que c'est vraiment là pour le coup un film bien écrit, c'est un film super bien dirigé, super bien mis en scène, la musique de James Newton Howard qui déboîte, c'est vraiment, voilà, c'était des films serrés, cadrés. On avait quand même l'impression que Shyamalan avait quelqu'un au-dessus de lui. Il a commencé étant très jeune, donc je pense qu'il y avait quand même les exécutifs qui étaient là pour pas non plus qu'ils partent dans tous les sens, parce que en plus les scénarios de Shyamalan font que oui, tu peux partir à un moment dans tous les sens si tu n'es pas cadré, si tu n'es pas drivé. Et j'ai toujours eu moi cette impression-là. Et quand il est parti de Disney, j'ai eu cette confirmation en fait. Je me suis dit ouais, tu vois, son cinéma est moins bon parce qu'il aurait dû rester avec eux. Il aurait dû leur faire peut-être plus confiance. Alors maintenant, il est revenu à ce qu'il savait faire. C'est-à-dire, il est revenu avec Split et Glass, qui sont finalement une espèce de suite d'Incassable. Et je dirais que c'est un peu dommage de reprendre finalement des choses qui ont fait sa gloire, mais à la limite, pourquoi pas. Après, il y a eu une espèce de polémique sur Glass, ça a pas mal divisé aussi quand même, mais même si oui, on peut faire des reproches à ce film, je trouve qu'on n'est quand même pas dans le mauvais film à la Jeune fille de l'eau ou Last Airbender ou toutes ces conneries quoi, ou à la Phénomène quoi. On est quand même dans un film de bonne tenue. On peut reprocher tel élément au film, tel truc, etc. Mais je trouve quand même qu'on est revenu à un cinéma, le cinéma qui l'a lancé, le cinéma avec lequel il était habile, un cinéma basé sur le suspense, basé aussi sur des twists, parce que c'est ce qu'il aime faire et il le fait bien. Et ça, c'est la marque de sa mise en scène, c'est son empreinte, c'est son ADN à Shyamalan. Et il est revenu à ça. Il a compris qu'il fallait qu'il revienne à ça parce que il était bon là-dedans. Et qu'il fallait pas qu'il s'égare dans des jeunes filles de l'eau, en racontant ses souvenirs et tout ça, parce que on sent que ça marche pas vraiment. Voilà. Ou alors, quand on lui file des films de commande, ça marche pas non plus. Mais je voulais le mettre dans cette liste parce que c'est vrai que c'est un cinéaste qui avait extrêmement bien démarré et qui petit à petit a déçu, et on s'est même dit à un moment donné, Shyamalan, ça y est, c'est terminé, il est cuit, il est mort. Donc heureusement, il a pu revenir, à savoir ce que ce cinéaste nous réserve maintenant pour l'avenir. Alors le deuxième de cette liste, oulala, attention, le nom que je vais donner, tous les cinéphiles vont sortir les guns, vont sortir les flingues, ils vont tous vouloir me buter parce que j'ai cité Quentin Tarantino. Alors attention, Quentin Tarantino, je vais mettre un peu de nuance par rapport à ça, parce que ce n'est pas un cinéaste qui m'a foncièrement déçu comme les autres cinéastes avant, et le dernier que je citerai en fin de vidéo. Disons que Quentin Tarantino, c'est un petit peu différent. J'ai été déçu par plusieurs films et je vais vous en parler, mais pour moi, c'est plus un cinéaste qui est en dents de scie. C'est-à-dire que voilà, il y a des phases ascendantes chez lui dans sa filmographie, des films que j'adore, et puis alors d'un seul coup, ça va redescendre, et puis après, ça va remonter, etc., etc. Moi, j'ai ce rapport-là, en fait, avec Quentin Tarantino, avec son cinéma, séquence vieux con activée. Et de toute façon, me fais pas chier avec Quentin Tarantino, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque où il n'était pas connu, j'étais avec un pote, on était allé le voir à la Fnac des Halles, c'était à l'époque de Reservoir Dogs, il avait même pas sorti Pulp Fiction. On était 15 pélos dans la salle, et on se demandait même où il donnait sa petite conférence. On arrivait, au fait, on vient voir Quentin Tarantino. Qui? Quoi? Quentin Tarantino, vous savez, le réalisateur, le petit irréel qui est pas connu, qui doit donner une conférence. Ah oui, ok, vous allez dans la salle, au fond à droite, et je te dis, 15 personnes dans la salle, personne ne le connaissait, et il te parlait même de son futur projet, qui à l'époque s'appelait Pulp Fiction. Donc moi, oui, j'ai connu Quentin Tarantino à l'époque où toi, t'étais encore en couche-culotte. Séquence vieux con désactivée. Alors pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que avec Quentin Tarantino, j'ai jamais ressenti la même admiration qu'avec son tout premier film, et j'en avais parlé
dans une des premières vidéos de la chaîne, j'ai jamais ressenti une telle admiration qu'avec son premier film, Reservoir Dogs. Pour moi, il n'a jamais atteint cette maîtrise, ce sens du rythme, ce sens du dialogue. Et pourtant, on ne peut pas dire que Quentin Tarantino, ce soit un mauvais dialoguiste. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais directeur d'acteur. Il l'a prouvé tout au long de sa filmographie. Mais dans Reservoir Dogs, ça atteint des sommets, mais de maîtrise absolue. Pour moi, Reservoir Dogs, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, voilà, très clairement. Et je ne peux pas en dire autant du reste de sa filmographie. Tout le monde pourra me dire Pulp Fiction par-ci, Pulp Fiction par-là. Mais pour moi, non, même tout Pulp Fiction qu'il est n'atteindra jamais la maîtrise d'un Reservoir Dogs. Ensuite, pour moi, Tarantino, ça commence sérieusement à se gâter. Non pas avec Kill Bill, puisque pour moi, Kill Bill 1 et surtout Kill Bill 2 constitue peut-être le meilleur de Quentin Tarantino, pas autant que Reservoir Dogs, c'est clair, mais je trouve qu'en tant que film de cinéma vraiment de pur cinoche, régressif, mais archi maîtrisé, Kill Bill 1 et Kill Bill 2, ça se pose là, et j'aurais jamais rien à redire sur ces deux films. Par contre, ça commence vraiment à se gâter avec Boulevard de la Mort. Moi, Boulevard de la Mort, je trouve qu'à la limite, c'est presque un film malhonnête. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui reprend donc le concept de Grindhouse. Donc Grindhouse, c'était justement ces espèces de films de série Z qui étaient diffusés dans les drive-in, qui étaient en double feature, en double programme, pas forcément dans les drive-in d'ailleurs, hein, mais dans les cinémas américains, séances de minuit, etc., qui se voulaient films fantastiques, horreur, série Z, mais même une série Z doit être, à mon sens, quand même un minimum divertissant. Ce qu'a compris son pote Robert Rodriguez quand il fait Planète Terreur, parce que Planète Terreur, c'est vraiment typiquement le film de série Z qui reprend tous les codes du nanar de série Z et qui n'oublie pas d'être divertissant. Le problème avec Boulevard de la Mort, c'est que là, lui, il prend ce concept de Grindhouse, sauf que il en fait une tarantinade, quoi. Il en fait un film de Tarantino. Avec les plans sur les pieds, les discussions de gonzesses qui durent pendant 3 heures et qui ne mènent absolument nulle part, et ces scènes qui n'ont presque quasiment aucune interaction avec la menace du film, Kurt Russell, qui lui se réserve finalement peut-être les meilleurs moments du film, mais ils sont très courts. Et très sincèrement, Boulevard de la Mort, ça a été une telle déception que là je me suis dit, putain, Tarantino, il se fout carrément de la gueule du monde, quoi. Il a fait semblant de nous vendre son truc en mode je vais vous faire du Grindhouse, mais en vérité, il nous fait un énième film de Tarantino, mais un film de Tarantino qui est même pas maîtrisé. Qui est peut-être maîtrisé, oui, sur la scène de course-poursuite à la fin, d'accord, qui est très bien, mais sauf que tu dois te taper 1h10 de tunnel de dialogue, mais d'une platitude, d'une lourdeur, comme j'ai rarement vu au cinéma. Et là, je me dis, bon, clairement, pour moi, Tarantino, s'il continue comme ça sa filmographie, ce sera définitivement mort et enterré. Alors heureusement, après, ça s'est un petit peu rattrapé, mais pas tout de suite quand même, puisqu'après, il enchaîne Inglourious Bastard. Et alors, Inglourious Bastard, ça a été la deuxième gifle, mais dans le mauvais sens du terme, pour moi, en tout cas Tarantino, où j'étais allé le voir le premier jour en me disant, bon allez, après la couillonnade de Boulevard de la Mort, Inglourious Bastard, j'espère, va relever le niveau, et j'y ai cru pendant les 20 premières minutes, parce que c'est vrai que le film s'ouvre quand même sur peut-être la meilleure séquence du film, la séquence avec Christophe Waltz. Rien que pour lui, tu revois le film, quoi, très clairement, mais c'est juste pour lui, quoi, parce que pour moi, le film, pareil, c'est mieux, oui, que Boulevard de la Mort, faut peut-être pas exagérer, mais je m'ennuie à un point. C'est un film qui a de gros problèmes de rythme, qui a des personnages qui sont intéressants, mais qui sont tellement mal interprétés, genre Mélanie Laurent, que ça me fait sortir en permanence du film. Des scènes qui ne servent absolument à rien, notamment certaines scènes avec Brad Pitt, que je trouve super lourdes. En gros, si je revois un jour Inglourious Bastard, c'est pour voir les séquences avec Christophe Waltz. Et très sincèrement, tout ça ne constitue pas un film. Alors oui, il reste 1, 2, 3 scènes à la Tarantino qui peuvent être jouissives. Oui, je l'admets bien volontiers. Mais pour moi, 1 ou 2 ou 3 scènes, par-ci, par-là, ne constituent pas un bon film. Voilà, je trouve que par exemple dans Pulp Fiction, il y a beaucoup plus de bonnes scènes. Même dans Jackie Brown, il y a beaucoup plus de bonnes scènes. Inglourious Bastard, pour moi, ça a été voilà quoi, la deuxième grosse déception. Et puis après, il revient, Tarantino. Il revient avec Django Unchained. Alors là, Django Unchained, j'aime bien. Un peu long, oui. Ça traîne un peu en longueur, ça tire. Sur la fin, notamment. Mais les séquences avec DiCaprio sont jouissives. Je dirais que toute cette espèce de volonté de rendre hommage au western est réussie. Et là, je me suis dit, ah, enfin, Django Unchained me réconcilie avec le cinéma de Tarantino. On n'atteint pas, une fois de plus, Reservoir Dogs, ça c'est évident, mais
ça me réconcilie quand même avec son cinéma, et je me dis, enfin, il nous remonte quand même tout son savoir-faire en matière de dialogue, de bande-son, même si les bandes-son dans Boulevard de la Mort et dans Inglourious Basterds étaient très sympas, mais pour moi ça vaut pas celle de Django Unchained. Il y a aussi cette violence qui est super bien exprimée. Et puis on retombe dans encore une nouvelle déception. Les 8 salopards, oui je sais, non je n'ai pas aimé Les 8 salopards, je n'aime pas ce film et j'ai essayé de le remater 2 fois, 3 fois, mais non, je n'y arrive pas. Je comprends le concept, je comprends le délire, et pour moi Tarantino s'autocite une fois de plus, et puis pareil encore ces tunnels de dialogue. Moi, les dialogues ne me dérangent pas dans un film. Je ne demande pas de l'action à la Michael Bay tout le temps. Par exemple, je citais en début de vidéo l'exemple de Thelma et Louise. Dans Thelma et Louise, il y a énormément de dialogues. C'est pas tout le temps des courses-poursuites et de l'action et tout ça. Mais ce sont des dialogues qui mènent à quelque chose, qui mènent à une scène, qui mènent à la résolution d'une intrigue, à la résolution même d'une scène. Alors que moi, dans Les 8 salopards, encore une fois, j'entends du bavardage de Tarantino. Et moi, toute la première heure et quart des 8 salopards, ça me fatigue un peu, quoi. C'est-à-dire, je me dis, bon, vas-y, viens-en au fait, parce que... Et après, il veut faire un Reservoir Dogs-like, un Reservoir Dogs style, puisque tout se passe dans un seul et même lieu, il y a une unité de lieu, quoi. Et je comprends la volonté de vouloir refaire ça seulement. Il n'y a pas la maîtrise de Reservoir Dogs, il n'y a pas l'efficacité de Reservoir Dogs, il n'y a pas ce sentiment d'urgence qu'il y avait dans Reservoir Dogs. Là, moi, Les 8 salopards, c'est un film extrêmement plan-plan. Alors oui, la fin est très sympa et très bien, ça part en cacahuète, c'est du Tarantino pur jus et tout ce que tu veux. Mais seulement, pour moi, c'est un film trop long pour ce qu'il veut raconter. Et c'est un peu le problème de Tarantino. Moi, à titre d'exemple, je vais retenir 2 films qui sont pas réalisés par lui, qui sont écrits par lui, que j'adore. C'est True Romance. Alors ça, c'est carrément un de mes scénarios préférés de lui, parce que ça lui ressemble, parce que c'est lui. C'est une partie de ce qu'il a vécu adolescent. Il travaillait dans un vidéoclub. Bon, dans True Romance, il vend des comics. Et en fait, c'est Tarantino qui fantasme sa propre aventure. Je trouve que c'est un film extrêmement intéressant d'un point de vue scénaristique, bien plus que de la réalisation, et Une nuit en enfer réalisé par Robert Rodriguez, qui a été scénarisé par lui, et que je trouve génial parce que c'est un concept de film de gangster qui tourne au film d'horreur, et c'est du quasi jamais vu, quoi. Et j'aime cette façon de mélanger les deux genres. Et puis les personnages sont très bien travaillés, la dualité entre les 2 frères est absolument géniale. Donc oui, quand Tarantino il écrit ça, bah là ouais, j'adore, parce que ça papote, ça bavarde aussi, mais c'est super efficace et tous les dialogues font avancer l'intrigue, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les films de Tarantino. Donc voilà pourquoi j'ai mis Tarantino dans cette liste. Non pas que c'est un cinéaste qui m'a déçu tout du long, c'est-à-dire que c'est pas un cinéaste qui est parti du top et qui, ça y est, maintenant est à zéro. Non, on verra avec le prochain film Once Upon a Time in Hollywood, dont je n'ai pas aimé la bande-annonce, mais bon, on ne va pas juger le film à l'avance, on verra quand il sortira. Mais c'est vrai que je voulais vous en parler dans cette vidéo pour vous dire à quel point Tarantino, c'est un peu amour-haine, quoi. Pour moi, ce n'est pas un cinéaste constant. C'est un cinéaste qui peut faire du très bon et du très moyen. Alors maintenant, le dernier de cette vidéo, peut-être un des cinéastes, oui, les plus décevants de ces dernières années, Tim Burton. C'est peut-être aussi un enfonçage de porte ouverte, mais il faut quand même en parler. Et c'est bien dommage parce que Tim Burton, c'est quand même un cinéaste, pareil, avec lequel, évidemment, j'ai grandi. Et il y a eu un tournant, en fait, avec Tim Burton. Il y a eu, donc, évidemment, l'échec de La Planète des Singes, mais quand je parle d'échec, échec artistique, hein, parce que quand tu revois La Planète des Singes, c'est une catastrophe à tous les niveaux, surtout quand tu t'es tapé celui avec Charlton Heston et tout ça juste avant. Enfin, tu te dis non, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est parti, quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Donc ça constitue un premier pivot en fait dans sa carrière. Le deuxième va être Big Fish, mais Big Fish, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est le film pour moi de la maturité. Mais paradoxalement, c'est peut-être un de ses meilleurs films, mais c'est finalement le film qui va poser problème par rapport à la suite de sa carrière, parce que on se rend compte qu'à partir de Big Fish, Tim Burton a grandi. Tim Burton n'est plus l'adolescent provocateur, l'adolescent morbide qu'il était quand il fait Sleepy Hollow, quand il fait ses grands films, même les Batman, quand il fait Beetlejuice, etc. Il n'est plus cette personne-là. Il a grandi, il a eu des enfants, etc. Et on a l'impression qu'il a plus envie de faire les mêmes films. Il va essayer de le refaire, parce que quand il fait Les Noces funèbres, il essaye de refaire du Tim Burton. Mais pour moi, ça ne marche plus, parce qu'il est passé à autre chose.
J'enlève le fait qu'il prend toujours Johnny Depp, qui commence un peu à devenir lassant. C'est vrai, on en a un peu marre de voir Johnny Depp dans tous ses films, on l'a vu, c'était très bien, Edouard Main d'Argent, Sleepy Hollow et tout, mais à un moment, t'as envie de lui dire, bon, il y a peut-être d'autres acteurs quand même à Hollywood, il n'y a pas que Johnny Depp. Et ça commence à devenir un petit peu lassant. Alors, s'ensuit un film comme Sweeney Todd, où oui, il revient à ses premiers amours. Moi, Sweeney Todd, c'est un film que j'aime bien quand même, parce qu'il y a un côté beaucoup plus trash dans le gothique que ses films d'avant. Là, on sent qu'il a une rage au fond de lui, dans ce Sweeney Todd. Là, il fait vraiment pour moi un pur film d'horreur, quoi. C'est-à-dire qu'il se lâche totalement sur les effets, il se lâche sur la glauquerie, bien plus qu'auparavant. Et je dirais qu'il revient là à ses premiers amours en mode un peu sale gosse, un peu en mode adolescent, mais pour le coup, là, moi je trouve ça assez réussi. Mais après arrive la chute, la phase descendante avec Alice au Pays des Merveilles. Bon, alors c'est un film qui fait partie évidemment du plan de Disney de faire les films live à partir de leur dessin animé traditionnel. Donc pourquoi pas, et on appelle Burton pour lancer finalement cette phase, mais moi je trouve qu'il échoue parce que ça ne va pas à Burton en fait. C'est un film qui oui, veut être baroque, qui est complètement taré, qui part un petit peu dans tous les sens, mais je trouve que finalement il y a un manque de maîtrise totale. C'est un film qui a fait un carton, hein, c'est un film qui a plu, mais parce que je pense qu'aussi il y a la base du conte d'Alice au Pays des Merveilles qui est là, et avec des effets spéciaux quand même relativement bien fait, quoi, faut pas exagérer. Puis il y avait aussi le coup de la 3D et tout ça, on sortait d'Avatar. Mais je pense que lui, en tant que cinéaste là-dedans, j'ai du mal à le voir s'exprimer. Voilà. C'est pour moi peut-être un des pires films de sa carrière. Ne parlons même pas de Dark Shadow, où là, j'ai l'impression qu'il se parodie. C'est-à-dire que là, il se dit, moi, mon cinéma, c'était le cinéma gothique, c'était le cinéma fantastico, un petit peu horreur, film de la Hammer, etc. Là, je vais me servir donc de l'adaptation, je crois, d'une émission de télé pour finalement parodier mon propre cinéma. Ça aurait pu être intéressant sur le papier, mais sauf qu'à l'exécution, pour moi, c'est totalement foiré. C'est pas drôle, c'est ni drôle, ni dramatique. On ne sait pas où le film veut aller, vraiment. Johnny Depp se caricature encore, les deux se caricaturent, les deux s'auto-caricaturent, et c'est pour moi un naufrage total. Alors ne parlons pas du foutraque Miss Peregrine qui n'a pour moi aucun intérêt, et Dumbo, là bah, t'as l'impression que ça y est, quoi. C'est-à-dire qu'il est plus papa, peut-être qu'il est devenu grand-père, et que là Tim Burton a définitivement laissé tomber tout son passé, et ouvre le livre pour ses petits-enfants et va leur raconter une belle histoire, l'histoire de Dumbo, quoi. Voilà, et là, après, pour moi, c'est terminé. C'était terminé, mais pas à partir de Dumbo, c'était terminé déjà avant Tim Burton. Il n'y a que peut-être Big Eyes qui me fascine encore un petit peu, parce que finalement, Big Eyes, c'est un film mature, qui manque de puissance dans la mise en scène. On retrouve plus aussi là, le Tim Burton d'avant, c'est très clair. Donc voilà, Tim Burton, pour moi, c'est l'exemple type du cinéaste qui était vraiment un très très grand cinéaste et qui a vraiment énormément apporté à Hollywood, qui a apporté sa singularité, qui a apporté sa différence, surtout une grosse différence dans le paysage hollywoodien de l'époque, dans les années 80, et qui petit à petit finalement est parti dans autre chose et a délaissé ce qu'il savait faire. Oui, ça fait partie des cinéastes qui ont déçu, mais en même temps, pouvait-il rester un éternel adolescent gothique ? La question reste à se poser. Voilà pour ces 4 réalisateurs dont j'avais envie de vous parler. Donc ces 4 réalisateurs qui avaient si bien commencé et qui pour beaucoup se sont un petit peu effondrés, avec d'autres qui ont plus une carrière en dents de scie, mais quand même quand on voit le niveau de leur premier film, la barre était tellement haute que c'était sûrement aussi compliqué de faire une suite de carrière à la hauteur des premiers films, tellement la barre était là. Il y en a qui réussissent, Scorsese, Spielberg, qui réussissent toujours à être constants, même si par exemple, chez Spielberg, je préférais toujours la première partie de sa carrière que la seconde. Mais la seconde n'est pas décevante. Scorsese, la seconde partie de carrière n'est pas décevante. Et je pourrais vous en citer d'autres, comme Brian De Palma, qui pour moi a une fin de carrière archi décevante. Il y en a plein d'autres, vous pourrez aussi me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi, peut-être que j'en ai oublié, peut-être qu'il y en a d'autres que vous aimiez, que vous n'aimez plus. N'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez aussi comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Tipeee, sur le lien Utip. Moi, je vous dis très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!